Le processus électoral dans sa dernière ligne droite, la campagne électorale bat son plein. Les candidats à la présidentielle et aux législatives sillonnent les régions et les provinces pour essayer de convaincre les électeurs. Les meetings se multiplient, les ambiances et les discours dans ce journal. Présidentielle en Côte d'Ivoire, les résultats du scrutin sont connus. Le président sortant Alassane Ouattara est réélu avec plus de 94% des voix. Résultat donné par la commission électorale indépendante. Pendant ce temps, l'opposition qui avait boycotté le vote a, elle, mis en place un conseil national de transition. La situation qui était là très tendue se crispe davantage. Nous serons au téléphone depuis Abidjan avec Fernand Dédé, journaliste, qui nous donnera les toutes dernières informations sur la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Et puis, l'actualité de ce 3 novembre, c'est également ce sit-in du Sinabub devant les locaux du BBDA. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina réclame plus de transparence dans la gestion de cette maison des artistes. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Tout de suite, nous ouvrons notre page élections présidentielles et législatives en route pour le palais de Kosiam. Et ils sont 13 candidats dans la course au palais de Kosiam, des plus connus avec de gros appareils politiques. Aux candidats indépendants depuis hier, eh bien, nous avons entamé une série de portraits pour mieux les faire connaître. Chaque jour, un candidat, un portrait. Ce soir, celui de la seule femme en lice, Monique Yeli Kam. Qui est-elle? Quelles sont ses aspirations et quelles sont ses ambitions pour le Burkina Faso? Élément de réponse, Arsène Konditamde. C'est l'une des surprises des élections présidentielles de ce 22 novembre. Monique Yeli Kam est la seule femme parmi les 13 candidats qui vont à l'assaut du palais de Kosiam. Une témérité qui justifie bien son surnom de Yenenga, même si jusqu'à très récemment, elle était méconnue du grand public. Née en 1973, Monique Yeli Kam est titulaire d'un bac+5 en assurance. Elle fait le grand saut dans le monde entrepreneurial depuis 2018 et est la promotrice d'une société de courtage d'assurance. Mariée et mère de 5 enfants, elle se définit comme une fille du bas peuple qui, par son travail, a réussi à se positionner socialement. Monique Yeli Kam n'est pas à sa première expérience en politique. Dès 2010, elle est militante de base du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. En 2014, elle claque la porte de l'ex-parti au pouvoir pour rejoindre le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Là encore, l'histoire sera de courte durée entre la néo-candidate et l'actuel parti au pouvoir. À ces élections, Monique Yeli Kam se présente sous les couleurs du MRB, le mouvement pour la renaissance du Burkina, aussi appelé Parti du Livre. Son principal défi est de réformer en profondeur le système éducatif burkinabé. La candidate veut rendre les programmes académiques plus attractifs et plus compétitifs. Au Burkinabé, la candidate propose un programme en 7 pactes qui comporte des sous-points prioritaires comme l'agriculture, l'industrie, l'écologie et l'environnement. De l'analyse de la seule femme candidate aux élections présidentielles, la démocratie burkinabé souffre de nombreuses pathologies qu'elle souhaite combattre avec la dernière énergie une fois arrivée au pouvoir. Dans l'arène politique, le genre n'est pas vraiment un argument suffisant. La candidate du MRB en est consciente et dit mesurer toute l'ampleur de ce challenge. Face aux ogres de la politique burkinabé, il lui faudra sortir les griffes pour espérer la victoire. Il est lui un visage plus connu du paysage politique burkinabé et il est lui aussi candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, a lancé sa campagne ce week-end à Ouagadougou, notamment dans l'arrondissement 9. Ambiance, discours, Alexis Belemnaba. L'espace de Savane Média dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou a servi de rampe de lancement de la campagne de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Un meeting au cours duquel Maître Gilbert Ouedraogo dépeint la situation du Burkina Faso. Notre pays, le Burkina Faso, vit une situation inédite. Nous avons plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur du territoire national. Nous avons des milliers de personnes qui ont été tuées du fait du terrorisme. Nous avons une situation économique
difficile. Nous avons des jeunes qui peinent à trouver un emploi. Et toutes ces questions ont besoin d'avoir des réponses. Pour lui, le Burkina Faso a besoin d'hommes patriotes et rassembleurs. Oui, notre pays, le Burkina Faso, est en difficulté. Oui, notre pays, le Burkina Faso, est à la croisée des chemins. Oui, notre pays, le Burkina Faso, a besoin d'hommes qui ont l'amour de la patrie. Notre pays a besoin d'hommes qui rassemblent, car aujourd'hui, plus que jamais, nous traversons des difficultés. Et je pense pouvoir être celui qui est à même de rassembler les Burkinabés en toute humilité. Créé en 1946 pour la libération de l'Afrique selon Namdouda Ouedraogo, son parti se positionne également comme le libérateur du peuple burkinabé. En 1946, quand nos pionniers ont créé le RDA, le grand RDA, pour libérer l'homme noir africain sur le triple plan politique, économique et social, pour obtenir les indépendances dans notre pays, faites en sorte qu'en 2020, le 22 novembre 2020, ce soit le RDA qui soit au pouvoir pour redonner la paix à notre pays, le Burkina Faso. Pétri de talent et d'expérience, Gilbert Namdouda Ouedraogo serait la personne qualifiée pour sortir le Burkina Faso de ses difficultés, selon le directeur des campagnes du parti. L'ADF RDA Ouagadougou, le MCR à Léo dans la région du centre-ouest. Au cours d'un meeting, Tahirou Barry s'est posé comme la seule alternative crédible pour un véritable changement. Les détails, Majid Bakoua. Le MCR, le Mouvement pour le changement et la renaissance, à la conquête de l'électorat à Léo dans la province de la Sicile. Tahirou Barry est allé partager ses idées et ses ambitions pour pallier les difficultés que rencontre la province. Le candidat du MCR promet s'attaquer au chômage et aux difficultés des jeunes et des femmes, à condition que les portes de Kossiam s'ouvrent à lui au soir du 22 novembre. Au-delà de cette province, c'est la jeunesse du Burkina Faso qui est malade. La jeunesse du Burkina Faso pleure parce qu'elle n'a pas d'emploi, parce qu'elle n'a pas de perspectives, parce qu'elle n'est pas soutenue. C'est la jeunesse qui a tous les problèmes de ce pays. Quand on parle de délinquance, c'est la jeunesse. On parle de maladie, c'est la jeunesse. On parle de chômage, c'est la jeunesse. On parle de prostitution, c'est la jeunesse. On parle de consommation d'alcool frélaté, c'est la jeunesse. Or, nous avons 80% de la jeunesse au pays. Cette jeunesse, au lieu d'être considérée comme une chance, est considérée comme une charge. Cela n'est pas normal. J'aimerais dire à cette jeunesse que nous avons un plan ambitieux pour elle. Le parti est aussi en lice pour les législatives. Occasion pour Tahirou Barry d'appeler ses militants à voter pour les 40 listes en compétition. Avant Léo, le candidat du MCR a rencontré les militants de Diebougou dans la province de la Bouguiriba, où le même message a été passé à la population. Pour son troisième grand meeting depuis le début de la campagne, Zéphirine Diabré s'est rendu à Kaya, dans la région du centre-nord. Dans son discours, le président de l'UPC a surtout insisté sur les thèmes de la sécurité et de la réconciliation nationale. Il entend bien former un gouvernement d'union nationale s'il était élu président. Reportage, Rémi Lambert-Nébier. Entré en fanfare à Kaya dans le San Matenga, le parti du Lion dit être venu de nouveau marquer son territoire dans le centre-nord. Militants et partisans mobilisés, la section UPC du centre-nord a livré un message plein d'assurance pour son candidat. Il paraît qu'il parle d'un coup KO. Mais je voudrais que l'on dise aux intéressés que dans le Burkina actuel, un coup KO est un leurre. En tout cas, une chose est sûre, dans le San Matenga, aucun autre parti ne peut dévancer l'UPC. Le centre-nord est la région qui abrite le plus de déplacés internes dus à l'insécurité dans le Sahel et dans la région elle-même.
Rétablir la paix est la priorité des priorités, dira Zéphirin Diabré, qui mise sur la négociation. Dans cette affaire-là, moi j'ai regardé. J'ai même parlé à mon ami Soumaïla Sissi. Vous savez, au Mali, il a fait 6 mois avec eux. Vous dites, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, comment cette affaire on la gère? Il m'a dit, cette affaire-là, le fusil seul ne peut pas. Le fusil seul ne peut pas. Il faut qu'il y ait d'autres civils. La réconciliation nationale sera l'autre grand chantier de Zéphirin Diabré, une fois au pouvoir. Et pour y parvenir, l'UPC dit posséder déjà sa stratégie. Si je suis élu, je mettrai en place un gouvernement de réconciliation nationale. Et dans ce gouvernement-là, même les MPP, je vais les amener. C'est le tout qui avait. Même les MPP vont venir. Parce qu'il faut qu'on se mette ensemble. Que chacun apporte son expérience et son intelligence pour qu'on construise le pays. Dès lors qu'il s'agit de construire le pays, on ne doit pas regarder la couleur de quelqu'un, on doit regarder ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et ce gouvernement de réconciliation nationale-là va faire que Blaise Compaoré revienne, que Sida revienne, que tous ceux qui sont devant la reviennent, qu'on s'enseigne, qu'on discute même seulement, qu'on finisse le problème en chair, qu'on se prenne pardon et qu'on se donne la main pour construire de la façon qui est notre parti en France. Zéphirin Diabré a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour leurs efforts inlassables pour maintenir l'intégrité du territoire national. Direction maintenant le centre-est, précisément dans les villes de Kupela et de Ouarglaï, où le président du CDP, Edi Komboigo, est allé à la rencontre de ses militants et des électeurs. Il a surtout parlé aux franges, jeunes et femmes, leur expliquant la place de choix qu'il leur accorde dans son projet de société. Roméo Koyeta, reportage. Le Congrès pour la démocratie et le progrès continue sa pêche aux voix dans le centre-est du pays. Après Tenkodogo, ce lundi, Edi Komboigo et ses collaborateurs ont déposé leurs valises à Kupela. Face aux populations sorties massivement pour l'écouter, le candidat du CDP propose un nouveau pacte social. Un projet de société qui place l'autonomisation des femmes et la création d'emplois pour les jeunes au centre de son programme de gouvernance. Jeunes, vous êtes au cœur de mon programme. Tout ce qui a été dit ici, je connais déjà les problèmes de Kouritenga. Pas besoin de me rendre compte. Jeunes, je vous ai mis au cœur de mon programme. Femmes, je vous ai mis au cœur de mon programme. Agriculteurs, je vous ai mis au cœur de mon programme. Développement industriel, vous êtes au cœur de mon programme. Autorités coutumières et religieuses, plus jamais personne ne vous manquera du respect comme vous en avez subi pendant ces 5 dernières années. Vous serez davantage. Edi Komboigo pense que le Burkina Faso regorge d'énormes potentialités mal exploitées. Il promet de redresser l'économie, fortement impactée par les crises sécuritaires et sociales durant ces 4 dernières années. Il invite alors les populations du Kourouégo à faire confiance au CDP, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Même demande formulée aux populations de Ouarglaï un peu plus tôt dans la matinée, où Edi Komboigo s'est aussi présenté comme l'homme providentiel capable d'impulser le développement dans cette zone fortement enclavée. Il promet d'ailleurs le bitumage de la voie Tenkodogo-Ouarglaï une fois porté au pouvoir. L'autre défi du Koupelgo, c'est la sécurité. Là aussi, le candidat du parti de Blaise Compaoré dit être la solution pour le centre-est et le Burkina Faso. La campagne électorale n'est pas que pour la présidentielle, elle est aussi pour les législatives. Les candidats à l'hémicycle du CDP section province du Houé sont eux aussi descendus dans l'arène et ils ont choisi la commune de Bama pour lancer les hostilités, surtout Justin Dabiré. C'est en triomphe que les responsables de la section provinciale du CDP Houé ont effectué leur entrée dans la commune de Bama. Après les bénédictions du chef du village, place au meeting de lancement de la campagne provinciale du parti de l'Épier de la Daba. Pour ce meeting de lancement, les militants et sympathisants du CDP n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Bobo, Bama a été impliqué dans la lutte de la libération de la ville de Bobo
Bama a été impliqué fort, ce qui fait que la section provinciale a décidé de venir faire le lancement à Bama. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de potentialités à Bama. Donc, ce qui fait qu'il nous faut forcément conquérir la commune de Bama. Avant de conquérir la commune de Bama, les militants et sympathisants du CDP sont invités à faire de Eddy Kombéogo, le candidat du parti à l'élection présidentielle du 22 novembre, le futur président du Faso. Pour les militants du CDP, Eddy Kombéogo est l'homme de la situation, capable de répondre aux aspirations actuelles des populations. Ce qu'il faut retenir d'Eddy déjà, bien qu'il ne soit pas présent, il a fait beaucoup d'actions publiques. Il a construit des écoles, il a construit des CSPS, il a fait des forages. À Bobo, même ici, on a bénéficié de 5 de ces forages. Donc, vraiment, c'est le genre de personne qu'il faut à la tête du pays. On a choisi Bama pour ce lancement. Je pense que ça me fait droit au cœur. Puisque, bon, déjà, pour qu'il y ait un changement, comme mes grands frères l'ont dit, nous comptons, main dans la main, faire une réussite totale pour que le CDP gagne le pouvoir. Pour les législatives, 6 candidats représentent le CDP dans la province du Houé. Des candidats qui comptent, disent-ils, sur l'organisation et l'expérience de l'ancien parti au pouvoir pour conquérir des sièges à l'hémicycle. Nous avons géré le pays par le passé. Donc cette expérience, nous capitalisons cela. Donc ajouter au fait que nous avions aussi tiré des leçons sur pas mal de situations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en tout cas très prêts pour aller en tout cas à la conquête du fauteuil présidentiel et à la conquête de l'ensemble des 254 postes à pourvoir au niveau des législatives. Si le candidat du CDP a élu président du Faso au soir du 22 novembre 2020, il fera selon ses partisans du retour de tous les exilés, surtout celui de l'ancien président Blaise Compaoré, une réalité. Législative toujours, et cette fois-ci nous nous rendons dans la province du Sanguier où l'UNIR PS a lancé sa campagne à Réo-Maître Bénéwendé Sankara. Cet atelier a galvanisé ses militants pour avoir le plus de députés possible au soir du 22 novembre prochain. Ambiance, le récit de Caroline Yoda et Archimède Boy. Tous les moyens sont mis à profit pour rallier le terrain municipal de Réo. La vague jaune déferle sur la capitale du Sanguier. Dans ce cortège, les premiers responsables de l'UNIPS, des jeunes du Sanguier avec pour tête d'affiche Maître Rodrigue Edasso Bayala et ses camarades. L'entrée au terrain est triomphale, au rythme du terroir. Un tour d'honneur et place aux discours et prestations d'artistes. Les jeunes, les femmes et les anciens, tous réaffirment leur soutien au candidat du parti de l'œuvre. Nous ne doutons pas sur les compétences de ces jeunes candidats engagés et entourés de vaillants fils et filles qui les ont aidés à implanter le parti dans la province du Sanguier. La jeunesse du Sanguier est visiblement mobilisée. Son leader dit avoir des propositions de lois à soumettre à l'Assemblée nationale s'il est élu au soir du 22 novembre prochain. Est-ce que la jeunesse, vous allez accepter qu'un député passe 5 ans à l'Assemblée, passer tout son temps à dormir? Est-ce que vous allez accepter encore qu'un député dorme à l'Assemblée pendant 5 ans sans savoir une seule proposition de loi? Vous savez ce que vous devrez faire, chers camarades? C'est de voter l'UNIPS pour mettre fin à cette politique de carrière. Pour que vous choisissiez des représentants de qualité. Qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la formation professionnelle, nous avons tout conçu déposé. Nous attendons seulement que votre suffrage. À la tribune, la mobilisation du Sanguier réjouit plus d'un responsable de l'UNIPS. Je voudrais vous dire merci au nom de tous les militants de l'Union pour la Renaissance qui sont dans les autres continents. Au vu de la mobilisation de ce soir, avec assurance, avec les candidats du Sanguier, on pourra dire que Réo est bouclé. C'est terminé. Quant au président du parti,
Il invite les populations du Sanguié à voter l'UNI en hommes et femmes intègres. L'œuf symbolise la paix. L'œuf symbolise la vérité. L'œuf, c'est la preuve de la loyauté et de l'engagement. L'œuf, c'est l'intégrité. Si vous êtes un homme intègre, si vous êtes une femme intègre, si vous voulez des députés qui ne vont pas dormir à l'Assemblée nationale, si vous voulez des députés propres et intègres, qui sont soucieux du développement du Sanguié, est-ce qu'il y a un doute? Je ne crois pas. 2 postes de députés sont en jeu dans la province du Sanguié. Les candidats ont encore du temps pour convaincre l'électorat. Il avait, lui, démissionné de l'UNIR PS, le candidat qui l'avait fait élire député en 2015. Et c'est au PUR que Alexandre Sankara a déposé ses valises. Et c'est en tant que candidat des progressistes unis pour le renouveau qu'il repart à la conquête d'un siège à l'Assemblée nationale. Le président du PUR est allé à la rencontre de ses électeurs dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, Roméo Koeta. Pour le lancement de sa campagne, Alexandre Sankara, président du PUR, les progressistes unis pour le renouveau, a opté pour le quartier Pazani, dans l'arrondissement 9 de la capitale. Une zone non lotie dont le choix n'est pas fortuit. Le candidat à la députation veut être le porte-voix de ces populations vivant dans ces zones d'habitation précaires afin de faire bouger les lignes concernant les textes sur le foncier. Quand vous regardez le problème des parcelles, il faut une relecture de la loi portant réorganisation agraire et foncière. Nous allons porter en tout cas ce projet-là au niveau de l'Assemblée nationale. Nous l'avons dit aux populations de Pazani et nous pensons que cette population-là est derrière nous. Alexandre Sankara et ses camarades veulent marquer la rupture. Ils pensent que la classe politique actuelle est à court d'idées et le pays aurait besoin de changements générationnels. C'est pourquoi il invite les populations de Pazani à faire confiance au PUR, qui serait un parti de jeunes. Nous, les jeunes qui sommes dans ces partis politiques, nous savons bien que nous ne pouvons pas refuser de faire la politique. C'est détourner de la politique, c'est faire les lits des prédateurs. C'est détourner de la politique, c'est faire les lits de ceux qui veulent exploiter le peuple. C'est pour ça, des jeunes, de divers horizons, de divers partis, des jeunes des campagnes, des villes, du secteur informel, des travailleurs, du privé comme du public, se sont réunis et ils ont dit, nous allons créer un nouveau mouvement pour réconcilier les Burkinabés avec la classe politique. Assurer les changements générationnels et surtout apporter une offre nouvelle, une vision nouvelle. Voilà pourquoi le PUR est né. Au soir du 22 novembre, Alexandre Sankara espère s'en sortir avec au moins 2 élus nationaux au Kadiogo. Lui qui avait été élu député en 2015 sous la bannière de l'UNIPS, d'où il a récemment démissionné pour rejoindre le parti du Cheval Blanc. Politique encore, mais hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre sont connus et sans surprise, Alassane Ouattara, le président sortant, est réélu avec plus de 94% des voix. L'opposition qui a boycotté le vote a, elle, créé un Conseil national de la transition. C'est donc le face-à-face entre deux camps devenu de plus en plus irréconciliable. Le président Alassane Ouattara est réélu pour un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Il remporte plus de 94% des voix, a annoncé Ibrahim Koulibaly Cuibert, chef de la commission électorale ivoirienne. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Lundi, l'opposition ivoirienne, qui a boycotté le scrutin, a annoncé la formation d'un gouvernement de transition en signe de protestation contre la candidature d'Ado pour ce 3e mandat contesté. Une annonce qui n'a pour le moment pas suscité de réaction de la part du gouvernement. Ancien économiste du Fonds monétaire international, Alassane Ouattara est félicité par ses partisans pour avoir apporté des projets d'infrastructure et de croissance économique après une décennie d'instabilité dans le pays.
Mais son troisième mandat a déclenché la colère de nombreux citoyens et ravivé les souvenirs des querelles ivoiriennes passées, dont les racines remontent avant même la guerre civile de 2002. Et nous nous rendons à Abidjan et nous sommes au téléphone avec Fernand Dédé. Fernand Dédé, journaliste indépendant. Fernand Dédé, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre les résultats donnés par la CEI, plus de 94% des voix recueillies par Alassane Ouattara qui a réélu. Certains diraient que c'est un score à la soviétique. Est-ce que dans le camp présidentiel, au sein du RHDP, c'est le même sentiment qu'on a? Comment réagissent les membres du RHDP au moment où on parle? Ils sont heureux. Ils ont mobilisé leurs militants, ils ont battu campagne, ils ont soutenu à fond leur leader et ils se sont organisés pour cette élection. Ils l'ont donc remporté fort logiquement. La plupart de ceux qui se sont mobilisés pour se présenter dans les bureaux de vote le samedi 31 octobre dernier sont tous, pour la plupart en très grande partie, les militants du RHDP. C'est logique, parce que les autres partis politiques, les deux autres candidats, notamment Henri Conan Bédié et Pascal Afin-Défend, ont décidé de boycotter l'élection, ont mobilisé leurs militants, au contraire, pour la désobéissance civile. Ils ne se sont donc pas présentés. C'était comme en roue libre avec Alassane Ouattara et Kwadio Kona-Bertin, transfuge du PDCI-RDA, mais qui, à la vérité, avait pour lui la machine de son parti contre lui. Et que, de toute évidence, le score obtenu par Alassane Ouattara est donc fort logique. Alors, vous dites que c'est la joie au sein du RHDP. Peut-être un autre élément de satisfaction, c'est le taux de participation qui est autour de plus de 50%. C'est une grosse bataille, évidemment. Alassane Ouattara avait demandé une plus forte participation de ses militants. Il avait même dit « je veux avoir une participation au-delà de 60% pour justement montrer que sa politique et son bilan avaient été bien compris par les militants. 52%, la question se pose d'ailleurs dans la société, dans la classe politique dans son ensemble. Les observateurs continuent donc d'épiloguer sur ce taux. Beaucoup dans l'opposition pensent que c'est un taux maquillé pour les besoins de la cause. Mais côté RHDP, eh bien, ils considèrent que c'est plutôt un taux du terrain, de la réalité du terrain. On a vu par exemple qu'Alassane Ouattara a largement remporté l'élection dans le nord du pays, dans sa zone de prédilection, 97%, 96% de participation dans cette zone. On l'a vu également dans la zone sud d'Abidjan, frôler les 21%, notamment à l'est d'Abidjan, à Benjerville et à Cocody. Il y a eu donc un équilibrage ou rééquilibrage à ce niveau. Des deux côtés, on continue de suspecter dans l'opposition la commission électorale, la commission électorale indépendante, d'avoir certainement maquillé quelque peu le taux de participation pour le compte du parti au pouvoir. C'est un taux qui satisfait largement les responsables de ce parti. Alors, un taux qui satisfait les responsables du RHDP. Par contre, au niveau de l'opposition, on grince les dents, on remet en cause ce taux de participation. L'opposition qui a mis en place pendant ce moment-là un conseil national de la transition. En ce moment, quelle est la tension à Abidjan entre ces deux camps devenus presque irréconciliables? Vive tension ce mardi à Abidjan. Il y a eu déjà lundi la déclaration de l'opposition qui a décidé donc de maintenir la désobéissance civile, appeler leurs militants à maintenir, l'opposition qui a appelé ses militants à maintenir donc le mot d'ordre de désobéissance civile. Ensuite, l'opposition qui est passée à une autre étape en mettant en place le Conseil national justement de la transition avec le président Henri Conan Bédié nommé à la tête de ce conseil. Alors, le gouvernement à la mi-journée a donc réagi vivement avec le ministre de la Justice qui a donc déclaré la création de ce Conseil national de transition ainsi que toutes les violences perpétrées suite au boycott actif du collectif de l'opposition, d'actes d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État, ainsi que contre l'intégrité du territoire national. Le ministre Sansan Tambiré avait alors indiqué, c'était à 12h30 précisément,
que le gouvernement avait saisi le procureur de la République près du tribunal d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Eh bien, vous l'aurez noté, les auteurs visés sont les principaux leaders de l'opposition, Henri Konan Bédié, Pascal Afindessan et tous ceux qui ont donc soutenu cette opposition. Et puis, à 13h, le président Henri Konan Bédié avait prévu de faire une déclaration au nom du Conseil national de la transition. Eh bien, le ministre de la Justice ayant déclaré ce conseil séditieux, la police s'est présentée au domicile du président Henri Konan Bédié. La police a d'abord bloqué les issues menant au domicile du président Bédié. Ensuite, elle a eu accès à la résidence du président Bédié, c'est dans le quartier de Cocody, dans le quartier des ambassades. Ensuite, elle a tenu à empêcher cette déclaration. Elle a embarqué la plupart des civils qui étaient là. Le PDCI dit ce soir que plusieurs personnalités de son parti, parmi lesquelles le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou-Dikaoué, et le directeur du cabinet du président Henri Konan Bédié, Indri Nassis, ont été arrêtés. Alors, le président Henri Konan Bédié, lui, est toujours à son domicile. Il n'a pas été embarqué. Et on a également noté, je termine rapidement sur ce point, on a noté que des cargos de gendarmes et de policiers étaient stationnés devant les domiciles de Pascal Afindessan, président du Front populaire ivoirien et porte-parole de l'opposition, et du ministre, l'ex-ministre Mabri Touapeus, président de l'UDPC. Est-ce qu'on se dirige, dernière question, tout droit vers l'arrestation des leaders de cette opposition? C'est une question à laquelle tout le monde réfléchit aujourd'hui. On l'a constaté, ce serait un cran dans l'opposition, dans la dégradation du climat politique. On a l'impression que la scène politique ivoirienne répète l'histoire, mais à l'inverse. Il y a 10 ans, c'était pratiquement le blocus du Golfe avec tous les concernés aujourd'hui, moins. Donc, ils étaient tous du même camp avec le président Ouattara. 10 ans plus tard, c'est Alassane Ouattara contre tous ses alliés et même ses opposants. Eh bien, l'arrestation du président Henri Konan Bédié serait perçue dans la société comme un acte qui va pousser à la division majeure dans la classe politique. Henri Konan Bédié, c'est l'héritier de Félix Houphouët-Boigny, c'est l'ancien président de la République, c'est 60 ans minimum de carrière politique. Il y a également Pascal Afindessan, ancien Premier ministre, et tous ces ministres. Ce serait la pire des choses qui puisse arriver aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, le Rubicon n'a pas été franchi. Ce n'est pas encore l'arrestation, mais attention, avec la fermeté prônée par le RHDP et la déclaration du ministre de la Justice cet après-midi, en milieu d'après-midi, il est évident que si cette fermeté devrait perdurer, eh bien, il ne devrait pas s'étonner de voir ces arrestations et ce serait plonger un peu plus la Côte d'Ivoire dans la crise. Merci Fernand Dédé pour toutes ces précisions que vous nous donnez sur la situation qui prévaut du côté d'Abidjan en ce moment. Vous suivez pour nous de très près l'évolution de la situation. Nous reviendrons avec vous dans nos prochaines éditions. Fernand Dédé, je vous le rappelle, journaliste indépendant en Côte d'Ivoire. Et nous revenons à Ouagadougou pour parler de toute autre chose. À présent, le SINAMUB en sit-in devant les locaux du BBDA ce 3 novembre. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso réclame plus de transparence dans la gestion de cette maison des artistes. Majid Bakoua. Les locaux abritant l'administration du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur, lieu de manifestation dans la matinée de ce 3 novembre. Réunis dès 8 heures, c'est par des champs et des pancartes sur lesquels on peut lire « Non à la clochardisation des artistes par le BBDA » que les manifestants du jour signalent leur présence. Par ce mouvement d'humeur, le SINAMUB, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, réclame la transparence dans la répartition du fonds de promotion culturelle. Vous savez, il y en a qui perçoivent le fonds pendant plus de 10 ans, pendant qu'il y en a qui n'ont même pas encore perçu une seule fois. D'autant plus que ce fonds-là, il est fait pour soutenir les jeunes artistes qui viennent de démarrer leur carrière. Nous n'allons pas accepter que des individus prennent l'argent du droit d'auteur pour labelliser un candidat. Nous ne savons pas Black Label ou Rock Label, nous n'allons pas tolérer cela. De toute façon, il y a des penchants, des positions politiques qui reviennent qu'aux individus, mais nous ne tolérons pas que notre argent soit utilisé à des fins électorales et électoralistes. Avant ce sitting, les responsables du BBDA auraient eu une rencontre avec les manifestants. Une rencontre au cours de laquelle ces derniers disent n'avoir pas eu gain de cause. La semaine dernière, nous avons été contactés par les bureaux burkinabés du droit d'auteur, demandant à nous rencontrer.
Parce qu'ils auraient appris que nous préparons un sitting. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème sur cela. En tant que partenaires sociaux, c'est tout à fait normal que nous nous rencontrons. Nous avons effectué le déplacement. Effectivement, à l'issue de cette rencontre, il n'y a pas eu de consensus. D'autant plus que le BBDA a voulu nous dire qu'il peut faire un point de ceux qui ont perçu le fonds de solidarité. Nous ne demandons pas de points. Nous demandons une liste exhaustive et nominative. S'il faut nous dire, bon, 50 personnes ont perçu, 40 personnes n'ont pas encore perçu. Non, on veut la liste exhaustive et nominative de ceux qui ont perçu, ainsi que de ceux qui ont sursis, comme ce qui se passe avec d'autres organisations, avec d'autres composantes, notamment voilà, la presse. Comme je l'ai dit tantôt, quand les presses perçoivent la subvention, devant le nom de chaque presse est mentionnée la somme qu'il perçoit ou qu'il a perçue. Autre point de la plateforme revendicative, l'audit interne du bureau burkinabé du droit d'auteur. Pour Almami Kadji et ses camarades, c'est un droit pour les artistes d'avoir un regard sur l'utilisation des ressources, d'autant plus qu'elles seraient prélevées selon eux sur les revenus des artistes. Nous avons tenté d'avoir la version des responsables du BBDA, mais ces derniers n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Et pour terminer, vous le savez, décédé depuis le 27 octobre dernier, Charles Bila Kaboré, le père du chef de l'État, Rochmark Christian Kaboré, a été conduit à sa dernière demeure, inhumé aujourd'hui mais à Turé en présence de sa famille, de ses amis et de nombreuses populations du Ganzougou. À noter parmi les personnes présentes, eh bien, le chef des filles de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, qui a suspendu sa campagne pour se rendre aux côtés de familles pleurées. Luc Pabelgem. C'est à Tuiré, village de la commune du Ganzourgou, dans le plateau central, que Charles Bila Kaboré a été accompagné à sa dernière demeure. Le nonagénaire et géniteur du président du Faso et de 4 autres enfants décédés une semaine plus tôt a eu droit à une dernière messe à l'église de Tuiré, un hommage national où a été reconnu le parcours de celui qui a eu 49 ans de service et élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national. Et comme il fallait s'y attendre, une page de parenté à plaisanterie s'est invitée à cette cérémonie, savamment orchestré par Émile Paré, le chat noir du Nayala et sa bande d'autres Samo que sont Dieudonné Maurice Bonané, Saran Sérimé, Jean-Baptiste Dalla, le taureau du Nayala avec à leur tête le cardinal de Bamako, Jean Zerbe. Les sorciers Samo transformés en chat noir, en taureau rouge, en boucle blanc, applicèrent la sentence. Surprendre le repos en plein meeting de pré-campagne avec les personnes vivant avec handicap et Dia de Dieu. Son père vient de lui. Dia sa belle-mère. Quelque temps après, Dia son père. Maintenant, ce n'est plus un coup KO, mais c'est double coup KO pour le père. Mission exécutée, mission accomplie 5 sur 5 par vos camarades Samo. Le chef du gouvernement burkinabé et ses ministres, le président de l'Assemblée nationale, les présidents d'institutions, des délégations de pays étrangers, des amis de la famille Kaboré et les populations du Ganzourgou ont tenu à dire leur adieu à celui qu'ils appellent affectueusement Papa Bila. Le chef de file de l'opposition politique Zéphirin Diabré a même interrompu sa campagne pour soutenir le président du Faso dans cette épreuve. Un témoignage de compassion et de solidarité avec le président du Faso à l'occasion donc du décès de son père. Ce sont dans la tradition africaine des situations qui nous concernent tous. Le père d'un chef d'État est le père de la nation. Nous avons, depuis au cours de ces 10, 20, 30 dernières années, cheminé ensemble sur beaucoup de fronts différents. C'est l'occasion pour moi de représenter toutes mes condoléances au président du Faso, à sa famille, à ses frères et ses sœurs, à toute la famille Kaboré, la communauté du Tuiré, à l'ensemble des Burkinabés. Souhaiter que Dieu accepte à ses côtés le vieux Charles Bila Kaboré, lui pardonne ses péchés, fasse en sorte que de là-bas il puisse nous envoyer sa grâce et veiller sur le Burkina et sa famille. C'est au cimetière familial que repose désormais Charles Bila Kaboré à côté de son épouse qui l'y a dévancé plus tôt. Tuiré a perdu un fils, le Burkina Faso un digne fils, l'Afrique un combattant, témoignent ceux qui ont côtoyé l'homme durant son passage sur terre. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et puis merci encore de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à même heure à 19h30. Au revoir.